Sam en live vous présente la brigade de Miss Morgan de Janet Scaslin Charles chez J.C. Lattès. On peut beaucoup apprendre d'une vie en examinant le contenu d'une penderie. Debout devant la mienne, je réfléchis à l'ensemble que je porterai ce soir. En feuilletant cardigan ajusté et pantalon, vestige d'une longue carrière. Les reliques d'une vie passée sont repoussées au fond. Le chapeau et la blouse de sorcière que mes élèves me suppliaient de porter chaque année à Halloween. Une robe de mariée qui ne s'est pas tout à fait rendue jusqu'à l'église, et l'uniforme du comité américain pour les régions dévastées de France. Bleu horizon, la couleur portée par l'armée française. Je ne peux me retenir d'effleurer l'ourlet de la jupe. Elle a 70 ans. Et cette laine, chaude et légère, incarne toujours la qualité qui a rendu Paris célèbre. Si ce tissu pouvait parler, il raconterait l'étoffe même de la vie durant la Grande Guerre. Il avait vu l'amour et la haine, le sacrifice et l'avarice, la nostalgie et l'espoir, le désespoir et le courage. Le courage, toujours. Mes doigts passent à la manche jusqu'à la tache couleur de rouille au poignet. Nous avons tout essayé pour la retirer. Nous l'avions tamponnée d'eau minérale pétillante, trempée dans l'iode, frottée avec du savon de Marseille. Mais son sang ne partait pas. Peu importe. L'étoffe est presque assez sombre pour le cacher, et la tâche peut être attribuée à une éclaboussure de ratatouille. Pour décrocher l'uniforme, je l'attrape par les épaules et je tire. Je prends la veste dans mes bras comme si j'étreignais une femme. Je sens quelque chose de dur contre ma poitrine. Au revers, une médaille est suspendue à un ruban à rayures bleues et blanches. L'argent est terni, mais je peux encore deviner le griffon, le symbole des Cards. Cette devise est gravée au dos. The White and Fear No Man. Marchez droit et ne craindre personne. Si je passe cet uniforme, m'ira-t-il encore? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oui, la veste est élégante sur mon chemisier. Motivé, je me tortille pour retirer mon pantalon, mais je constate que la jupe me serre la taille. Pourtant, je m'y sens bien, comme si l'uniforme désirait être porté. En touche finale, je glisse dans ma poche le mouchoir au tissu élimé par le temps. Je jette un coup d'œil à ma montre. Il est presque 19 heures. La question de ma tenue a été décidée pour moi. Si je ne pars pas maintenant, je serai en retard. Je quitte l'appartement en vitesse et remonte la 5e avenue jusqu'à New York Public Library. Épaules redressées, je gravis l'escalier d'un pas résolu, comme je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Lorsque je suis arrivée à Manhattan, ce lieu a été mon école, ma vie sociale, mon foyer. Dans le hall, j'effleure du bout des doigts des éraflures sur les murs. D'autres y verront peut-être des imperfections, mais je me rappelle les livraisons de caisse, un chariot à livres fugueur dévalant l'escalier, et des apprentis comme moi, tachant par mégarde la peinture blanche avec cette encre de tampon encreur qui nous collait à la peau comme du parfum. Le passé m'envahit, les souvenirs remplissent l'air. Je serre le mouchoir dans mon poing et je sais que maintenant, enfin, le moment est venu. Chapitre 1. Jessie Carson, nord de la France, janvier 1918, à 65 km du front. Les 3 chemins de terre étaient criblés de trous d'obus. Lewis, au volant, louvoyait entre les éclats d'obus et d'énormes nids de poules. Je m'agrippais à la portière. La Ford roula dans une ornière et ma tête fut projetée en arrière. Je grimaçais, non seulement à cause de la douleur, mais aussi devant le spectacle de ces champs cousus de fils barbelés. La dévastation s'étendait jusqu'à l'horizon. Il n'y avait plus une seule âme, ni le moindre brin d'herbe, et la campagne se mêlait aux nuages gris pour former un terrain sans couleur, sans espoir. Les habitants s'étaient enfuis ou avaient été faits prisonniers. L'armée allemande avait oblitéré maisons et écoles, églises et hôpitaux, bibliothèques et vies. Dans les fermes, ils avaient bombardé les rangées de blé qui leur tenaient tête. Dans les vergers,
Ils avaient abattu à la hache des pommiers innocents. Leurs branches jonchaient le sol et les feuilles séchées murmuraient dans le vent. Au checkpoint, qui nous permettrait de passer dans la zone de combat, nous nous arrêtâmes derrière 5 camions militaires. Lewis coupa le moteur et alluma une cigarette, ce qui signifiait que nous serions là pour un bon moment. Je resserrai le col de mon manteau en laine pour me protéger du froid humide. Tandis que Lewis triait nos documents, passeport, permis de travail et autorisation tamponnée à l'encre bleue, je scrutais les cristaux de gel qui s'accrochaient au coin du pare-brise et formaient un kaléidoscope de motifs. Des ailes de papillon argentées, la moufle d'un enfant. Oui, mon père avait raison. Même dans les lieux les plus sinistres, la beauté se trouvait en abondance, si seulement on savait comment regarder. « Quel pinailleur !» Lewis désigna un policier militaire français qui semblait examiner chaque syllabe des papiers d'un chauffeur de camion. « À ce rythme, on ne va jamais passer. » Alors que nous attendions, des scènes de mon voyage papillonnaient dans mon esprit, claquant comme les pages d'un livre dans le vent. La traversée de l'océan, durant laquelle ma compagne de cabine, une volontaire de la Croix-Rouge, n'avait pas quitté son gilet de sauvetage pendant 3 semaines. Mais même si elle redoutait que notre navire soit torpillé, comme le Lusitania, elle avait embarqué. Quel courage! Arrivés à Bordeaux, mes compagnons de bord et moi avions dégusté du vrai vin français et entrevu les anges et les gargouilles des églises. Puis notre Peugeot avait roulé vers Paris, cahotant entre des rangées de peupliers qui ombrageaient la route. Dans la capitale, Lewis m'avait aidé à obtenir les autorisations pour passer dans la zone de combat. Nous avions attendu 4 heures au commissariat pour recevoir un papier tamponné avant de parcourir les pavés jusqu'au ministère de la Guerre, où nous avions de nouveau fait la queue. Une course d'obstacles trépidante de 3 jours en langue étrangère. J'étais en France depuis 10 jours, assez pour m'émerveiller de 2 choses. Une architecture grandiose et une administration abrutissante. Enfin, le camion devant nous redémarra, chargé de cajous, de choux et de barils de poudre. C'était notre tour. Le policier militaire fronça les sourcils en examinant nos papiers. Me voyant tripoter nerveusement mon mouchoir, Lewis me glissa. « Ne te fais pas de soucis. » Le policier indiqua une ligne en bas du document. Lewis tourna la page et montra le gribouillis du préfet. « Nous avons fait notre boulot. Maintenant faites le vôtre et laissez-nous passer. » Le policier me désigna d'un geste. « Mais ça dit qu'elle est... » « Nous sommes avec la brigade Morgan, » s'impatienta Lewis en français. Le policier en resta bouche bée. « Merci. » Il nous fit signe de passer. Je demandai pourquoi il nous avait remerciés. Lewis me répondit que les actions d'Anne Morgan étaient connues dans la région. Et au-delà, c'était grâce à Miss Morgan que j'étais ici. Elle avait engagé un photographe et un réalisateur pour rendre compte des conséquences de la guerre. Au pays, dans un cinéma au coin de la rue de la New York Public Library, le public avait découvert ébahi les images d'un couple de fermiers blêmes, aux cheveux blancs, vêtus de noir de la tête aux pieds. Les Allemands avaient abattu leurs chèvres et leurs chevals, brûlé leurs semences et réduit leurs fermes en tas de gravats. Bras ballants, le couple demeurait planté devant leurs granges bombardées, tels des fantômes qui n'auraient plus d'endroit à hanter. Après ce spectacle, je ne pouvais plus me contenter de prier pour eux en restant bien au chaud chez moi. Lewis et moi devions rouler directement de Paris jusqu'au quartier général du Comité américain pour les régions dévastées, CARD, dans le village de Blérancourt, où je devais prendre mon service en tant que nouvelle recrue. Nous traversâmes ce qui avait jadis été un village, maisons éventrées, volets calcinés. Aux abords de l'agglomération, un cimetière en bord de route. Au premier rang, un casque sur une croix et, appuyé contre sa base, une baïonnette rouillée. Nous roulions si lentement que j'eus le temps de lire l'inscription. Soldat inconnu, août 1914. La tristesse de cette scène me bouleversa. « Lewis, s'il te plaît, arrête-toi. » Au CARD, nous nous appelions par nos noms de famille. Quand on m'avait appris qu'un dénommé Lewis serait mon chauffeur, j'avais imaginé avoir affaire à un chauve avec un monocle, pas à une brune enjouée, diplômée de Vassar. Nous nous inclinâmes devant la tombe improvisée. À New York, les marchands ambulants criaient jusqu'à s'en briser la voix,
Les chevaux hennissaient entre-temps sur la 5e avenue, tirant des voitures de laitiers qui grinçaient sous le poids de la crème. Des pigeons d'eau dure roucoulaient dans la langue conditionnelle de l'amour, et de temps en temps, une corneille solitaire croissait. Ici, seul régnait un silence sinistre. Ankylosés après avoir passé des heures dans la Ford, Lewis et moi marchâmes lentement vers des rangées de maisons réduites en amas de décombres qui m'arrivaient à peine à la taille. Dans les jardins, des clapiers en ruine, des tas de morceaux de bois tordus, des grenades et des obus non explosés jonchaient le sol. À l'intérieur de ce qui avait été jadis une salle à manger, nous distinguâmes les débris de la table et des chaises, et un couffin dont la dentelle déchirée était maculée de poussière. J'avais peine à croire que j'étais là au cœur de cette folie muette et désolée. Je me rappelais la réplique de ma patronne quand elle avait appris que je m'engageais. « Mais qu'est-ce qu'une bibliothécaire peut bien aller faire en pleine zone de combat ?»« Tout ce que je peux pour aider. »« Comment allez-vous vous rendre en Europe ?» avait-elle raillé. Nous savions toutes deux que la traversée de l'océan valait davantage que ce que je gagnais en un an. Je me rappelais ma satisfaction lorsque j'avais révélé que Miss Morgan avait payé mon voyage. Ou plutôt, la brigade de Miss Morgan. Et pour une fois, ma patronne, Winifred Smith, la star et la doyenne de la section jeunesse de la New York Public Library, en était restée coite. Jamais je n'avais autant savouré un silence. « Comment connaît-elle votre existence ?» avait-elle fini par demander. « Vous n'êtes personne. » Il était en effet improbable que se croisent les chemins d'une bibliothécaire et de l'héritière de la plus grosse fortune des États-Unis. Je répondis que Miss Morgan avait peut-être entendu parler de mon travail à la National League for Women's Service, fondée afin que celle-ci puisse contribuer à l'effort de guerre. Miss Morgan en était trésorière. Parmi les 250 000 bénévoles, je dirigeais l'unité commerciale. D'après la secrétaire du directeur de la New York Public Library, Miss Morgan m'avait formellement demandé. « Pourquoi vous ?» marmonna ma patronne. « Pourquoi pas moi ?» Ma mère soutenait que le passage « Cherchez et vous trouverez » de Matthieu 7,7 se référait à la lecture et que la plupart des réponses à nos questions se trouvaient dans les livres. Je me rappelais le manifeste de la Ligue. Il est résolu que cette National League for Women's Service sera la consécration du pouvoir de la femme, qu'elle restera libre de l'égoïsme et de la politique. Ni égoïsme, ni politique. Voilà pourquoi Miss Smith. Lewis et moi arpentâmes la rue pavée. Elle s'arrêta devant un puits pour ramasser une poupée en chiffon noircie de suie. « J'ai beau avoir fait ce trajet 10 fois maintenant, » soupira-t-elle en essuyant le visage de la poupée. « Je ne me suis jamais habituée aux vestiges de ces familles chassées de leur foyer. » Dans ce qui avait été une maisonnette gisait une vitrine à bibelots, fracassée, un canapé détrempé. Dans ce qui avait été un jardin, Lewis posa la poupée sur une chaise dont les pieds avaient été coupés. Aux abords du village, je foulais le sol meuble d'une terre arable. Aucune fleur sauvage n'avait tenté de s'y enraciner. Aucun mulot n'avait détalé à notre approche. Aucun moineau ne nous avait salués de son gazouillis méfiant. Les oiseaux reviendraient-ils un jour ? Ce paysage me rappelait les descriptions des grandes plaines par Willa Cather. Soudain, je quittai ce lopin de terre pour la bibliothèque de mon esprit. Elle faisait 2 étages, avec une échelle roulante pour accéder aux tomes des rayons les plus élevés. Avec ses coussins et son édredon moelleux, la banquette près de la fenêtre était engageante. Et je m'y blottissais souvent, avec un livre, pour contempler mon jardin secret qui regorgeait de roses et de lavandes. Je traversai rapidement le parquet grinçant pour chercher mon Antonia. Je voulais marcher droit devant à travers les herbes rouges et par-delà, jusqu'au bout du monde, qui ne devait pas être bien loin. « Carlson !» entendis-je Lewis crier. J'abandonnai ma douillette bibliothèque où je m'étais réfugié au milieu de ce champ boueux pour revenir au présent. « C'est criblé de mines !» me lança-t-elle. « Retrouve les traces exactes de tes pas et reviens vers moi. Lentement. » Je tournai la tête. Le sentier gris-brun s'étendait devant moi, à une éternité de Lewis. Je cherchais mes traces. Là,
Était-ce une ornière ou une empreinte? Où se trouvait la courbe de mon talon? Tout mon corps tremblait, en partie à cause du froid, mais surtout parce que je n'avais jamais eu aussi peur. C'était mon premier jour dans la zone de combat et il m'arrivait précisément ce que ma patronne avait pressenti. J'étais dans le pétrin. En fait, elle avait prédit que je me ferais tuer. Je vivais dans ma tête, pas dans le monde réel, se lamentait-elle. Elle était contre mon départ, elle était contre moi, mais je lui prouverais qu'elle se trompait. Je scrutais la boue granuleuse. Cette flaque d'eau était-elle déjà là ou était-ce l'endroit où j'avais posé le pied? Mon cœur cognait à m'en assourdir. J'étais frigorifiée, et pourtant la sueur dégoulinait sur mon front. Je l'essuyai avec le mouchoir de mon père et fis un premier pas. Je ne voulais pas mourir. Je refusais de donner raison à ma patronne. Droite, gauche, droite, gauche. Lorsque j'atteignis la voiture, mon corps entier pulsait de panique et j'arrivais à peine à reprendre mon souffle. Je m'attendais à ce que Lewis m'engueule, mais elle se contenta de dire « Quel micmac !» Parlait-elle de la situation ou de moi? Je m'écroulais dans le siège passager. Au lieu de claquer la portière derrière moi comme je le méritais, Lewis la referma doucement. « Ma pauvre chérie, tu es aussi blanche que de la neige, commenta-t-elle. Sa sollicitude me réchauffa le cœur, et ma peur finit par se dissiper. Tandis qu'elle manœuvrait pour reprendre la route, Lewis m'expliqua que nous étions désormais dans la zone rouge, où les soldats allemands avaient semé autant d'explosifs que s'ils avaient planté des pommes de terre. Je me rappelais la description du rapport du CARD. Complètement dévasté. Dégâts matériels, 100%. Dégâts agricoles, 100%. Impossible à nettoyer. Vie humaine, impossible. Jusque-là, Lewis avait bavardé en me regardant aussi souvent que la route. Elle avait eu 25 ans le jeudi précédent. Elle avait donc 15 ans de moins que moi. Je me rappelais les questions constantes que suscitait un jeune âge. « Vous avez un soupirant? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous a-t-il demandé en mariage? Combien d'enfants veut-il » À mon grand soulagement, on ne me posait plus que rarement ces questions. Même si ma mère murmurait de temps à autre d'un air mélancolique « Il est encore temps ». Les filles ont réussi à dénicher du champagne, me raconta Lewis. Ma fête d'anniversaire a été épatante. Chez les Carbes, on travaille comme des brutes, mais on sait s'amuser, tu verras. Elle était là depuis 6 mois et était chargée de l'entretien des véhicules. Elle qui n'avait connu que des voitures avec chauffeur, réparait maintenant les pneus crevés, bricolait les moteurs et grattait la boue des châssis. Dans le service automobile, on nous surnomme les chauffeuses. Lewis adorait observer les Français lorsqu'elle passait dans sa Ford. Ils n'ont jamais vu de femme au volant. Pour eux, ce n'est pas naturel. Ils ont les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. C'est trop drôle, gloussa-t-elle. Nous éclatâmes de rire. Entre la graisse des bougies d'allumage et le manque d'eau chaude, reprit-elle, j'ai les ongles noirs. Ma chère maman, l'hôtesse la plus brillante de Philadelphie, serait consternée. Lewis leva ses mains, gainée de luxueux gants en chevreau. D'instinct, je couvrais un endroit usé de mes gants en laine. La plupart des Cards étaient comme Lewis, de riches bénévoles qui payaient leur propre défense, alors que je touchais un salaire et que mes frais, comme ma traversée et mes leçons de français, étaient pris en charge. Un uniforme commun ne pouvait effacer nos différences. Je lui répondis que comme j'étais une bibliothécaire jeunesse, mes mains étaient soit striées de rose parce que coupées avec du papier, soit bleuies par l'encre utilisée pour tamponner les livres. « Ça doit être vraiment passionnant de partager tes connaissances avec les enfants » s'exclama-t-elle. Se moquait-elle de moi? « Quand j'étais petite, » ajouta-t-elle, « j'avais des tuteurs de français et de latin. Après l'université, mon père ne m'a pas autorisée à travailler. » Soudain, j'eus pitié de cette riche héritière. « Et la traduction ?» demandai-je. « Elle permet de travailler à la maison. Selon mon père, la culture doit être réservée à son futur mari. Il s'attendait à ce que j'épouse un de ses jeunes collaborateurs, de brillants courtiers. Ma mère a fait pareil. À la messe, les prétendants défilaient sur notre banc. « De quoi te rendre athée ?» je gloussais. Je n'en ai jamais voulu à Dieu, hein, et je n'ai jamais su comment ma mère s'y prenait pour dégoter autant de célibataires.
En vérité, ce que je voulais, c'était gagner ma vie, et j'étais satisfaite de ma carrière. Cependant, j'étais disposée à affronter de nouveaux défis, et je rêvais de faire de nouvelles rencontres. Et j'étais prête à laisser derrière moi certaines choses. Certes, Lewis et moi avions été élevés différemment, mais maintenant, nous étions là, ensemble, sur la même route défoncée, avec le même but, aider des villageois français. La tristesse du paysage nous gagna. Le reste du trajet ressembla à des funérailles. Nous restâmes silencieuses, par respect pour les morts. Lewis ne quittait pas les ornières des yeux. Nous roulâmes pendant 1 heure à travers le néant. Lorsqu'il se mit à pleuvoir, Lewis déclara : « J'espère que tu as apporté des caoutchoucs. Cette bruine est presque constante et il n'y a que de la boue partout. » Tandis qu'elle appuyait sur l'embrayage pour rétrograder, je reluquais ses bottines boutonnées en daim, manifestement confectionnées sur mesure, qui lui allaient comme une seconde peau. Moi, je portais de grosses bottes de travail, les seules que j'ai eu les moyens de m'offrir. Venais-je d'échanger une patronne difficile contre des mondaines gâtées ? « C'est facile de s'entendre avec les autres cardes, repris-je. Pour la plupart, les filles sont gentilles et travailleuses. Miss Morgan et le Dr. Hamdy, c'est ainsi qu'on appelle la présidente du card, le Dr. Anne Murray Dick, font régner la discipline. Quand une débutante a un jour traîné au lit jusqu'à 10 heures du matin, le Dr. Hamdy l'a aussitôt renvoyée à Boston. » Je fus prise d'inquiétude, à l'idée d'être mise au rebut telle une lampe défectueuse. Ma patronne ricanerait. « Je vous l'avais bien dit. » « Et puis, il y a eu une fille qui n'a pas supporté, poursuivit Lewis. Au bout de 2 semaines, elle s'est réfugiée au Ritz. Je me demandais pourquoi elle avait abandonné. Était-ce parce qu'elle ne parlait pas assez bien français, ou avait-elle le mal du pays ? J'avais signé un contrat. 2 ans sans voir ma sœur et ma mère. Qu'est-ce qui m'avait pris ? J'avais tellement hâte d'être en France que je n'avais pas imaginé que ce travail m'obligerait à quitter ma famille. « Nous y sommes !» annonça Lewis. Nous parvînmes au village dévasté de Blérancourt au crépuscule. Malgré la lumière déclinante, nous vîmes les ruines d'une maison en pierre. Sous ce qui restait du toit, perchée sur un tas de gravats, une adolescente au nez retroussé et coiffée de nattes était penchée sur un livre. Elle était tellement captivée par le récit qu'elle ne remarqua même pas la lumière de nos phares. « C'est Marcel Moreau, dans ce qui reste de sa maison, » expliqua Lewis. « Maintenant, sa famille vit dans une carrière. Son père est mort au combat. Pendant que sa mère travaille comme blanchisseuse et couturière, Marcel s'occupe de ses 3 frères. Madame Moreau ne lui laisse aucun répit. » « Les livres peuvent être ce répit ?» C'était pour aider les enfants comme elle que j'étais venue. Je devais oublier ma peur de ne pas être à la hauteur. « Tu peux nous présenter ?» suggérai-je. « On va essayer, » répondit Lewis en ralentissant. D'habitude, elle s'enfuit en courant. Je fouillai dans mon sac à main et en tirai « Anne de la maison au pignon vert », une lecture réconfortante que je tentais de faire en français. Anne se rappelait encore la beauté paisible, argentée, et le calme embaumé de cette nuit. C'était la dernière nuit avant que le chagrin ne touche sa vie. Et aucune vie n'est tout à fait la même une fois que ce contact froid, sanctifiant, s'est posé sur elle. J'avais le sentiment que la jeune fille comprendrait. Depuis la fenêtre de la Ford, je tendis le roman, un peu comme une carotte à un cheval. Elle s'en saisit. « Tu en aimerais d'autres » lui demandai-je en français. « Maman m'a dit de ne pas parler aux diablesses. » Diablesse ? Je me retins de rire. J'étais flattée. On ne m'avait jamais encore considérée comme exerçant une mauvaise influence. « J'adore lire comme toi. Je suis la nouvelle bibliothécaire. » Elle pencha la tête. « Menteuse. Les bibliothécaires sont des hommes. Tout le monde sait ça. »« Les temps changent, » répliquai-je. « Pas ici, » répondit Marcel en jaugeant Lewis. « M'en dit qu'il n'y a que les traînés qui fument et se coupent les cheveux. » « Et pourtant les hommes fument et vont chez le barbier. Est-ce acceptable ?» insistai-je. Marcel grignota le bout de sa natte en réfléchissant à ce que je venais de dire. « 2 poids, 2 mesures. Réfléchis, » ajoutai-je. « Viens me trouver quand tu comprendras que c'est injuste, » intervint Lewis. « Je t'apprendrai à chauffer. » Des livres et un volant. Comment résister à une telle offre ? Marcel fit un pas vers nous. « Je t'ai envoyé au puits pour remplir nos seaux !» brailla une voix de femme. «
Combien de fois t'ai-je dit de ne pas embêter les dames ?» Les yeux écarquillés, l'adolescente décampa. « On ne devrait pas la rattraper ?» demandai-je à Lewis. « Hors de question, la mère de Marcel me fait trop peur. » Tandis que la Ford cahotait sur les pavés, Lewis me montra la mairie, un édifice en pierre à 2 étages qui abritait la bibliothèque municipale. Par miracle, les 4 murs étaient intacts. D'instinct, je tapotai ma sacoche où j'avais rangé mon plan de la bibliothèque jeunesse. J'étais impatiente de la montrer à Miss Morgan. Les premières impressions étaient les plus durables, répétait toujours mon père. Je lui prouverais qu'elle avait fait le bon choix en m'engageant. Notre quartier général apparut. De ce château en ruine, seule une section était restée intacte. La lueur dorée des fenêtres du rez-de-chaussée nous invitait. Nous traversâmes le pont en pierre et les douves asséchées. Longeâmes un bouquet d'épicéas étiolés. Jamais je n'avais été aussi heureuse de voir des arbres. Comme l'écrivait Willa Cather, les arbres étaient si rares dans ce pays, et ils devaient lutter si durement pour pousser, que nous nous inquiétions pour eux, et leur rendions visite comme s'ils étaient des personnes. Nous franchîmes l'arche du majestueux portail en grès pour parvenir à un hameau de baraques préfabriquées, coiffé de toits en fer-blanc. Lewis m'indiqua le garage, le magasin général où les villageois achetaient des articles à prix réduit, puis une clinique. 6 des baraques étaient des chambres à coucher. La 7e, surnommée le clubhouse, était le centre communautaire où l'on servait les repas. Elle se gara devant ce qui restait du château. Au clair de lune, la haute silhouette en grès ressemblait à une robe de mariée en satin, et les ruines qui s'étendaient autour d'elle évoquaient une traîne en dentelle. Lorsque nous descendîmes de la Ford, un terrier se mit à tournoyer autour de ma jupe. « Salut, boy !» fis-je. Lewis m'expliqua que durant les bombardements, chiens et chats avaient été séparés de leur maître et erraient maintenant dans les rues, à la recherche de nourriture et d'affection. « On a toutes des chiens et on a toutes des puces !» ajouta-t-elle joyeusement. Alors que nous caressions la tête du terrier, Lewis se raidit brusquement tel un soldat attendant qu'on lui dise « repos ». « Voilà les 2 ânes !» chuchota-t-elle. Je regardai le duo qui franchissait l'imposante porte en chêne du château et reconnus Anne Morgan, dont j'avais vu la photo dans les journaux. Avec sa fortune, on se serait attendu à la voir figurer dans le carnet mondain. Où passait-elle l'hiver? Quel duc avait demandé sa main? Au lieu de cela, ses portraits figuraient en une des journaux. Des reportages relataient sa lutte pour les droits des travailleuses, ses pressions sur leur employeur pour leur obtenir de meilleurs salaires, plus de sécurité dans les usines et des congés payés. Elle et ses amis de la haute société manifestaient dans les rues de Manhattan aux côtés des ouvrières du textile, sachant que, là où allaient les riches, les journalistes avec leurs appareils photos suivraient. Ces jours-ci, les articles insistaient sur son action en France. Quand la guerre avait éclaté en 1914, Anne Morgan avait ouvert sa villa de Versailles aux soldats convalescents. En 1916, elle était devenue trésorière du Fonds américain pour les blessés français. En 1917, avec 9 autres femmes, elle avait reçu l'autorisation du général Pétain de s'installer à Blérancourt pour aider les civils. Ce soir-là, les boucles grisonnantes de Miss Morgan s'échappaient de son chapeau de carde, légèrement incliné sur la tête. Elle portait une chemise blanche amidonnée et une cravate noire sous un uniforme. Son regard révélait une intelligence farouche, et elle gardait son menton un peu relevé, comme si elle était accoutumée à combattre. Le docteur Anne Murray Dick l'accompagnait. D'après Lewis, l'Écossaise était également une force de la nature. Après avoir étudié la médecine au Canada, le docteur M.D. avait épousé un professeur de Boston. L'union n'ayant pas duré, certains rendaient Miss Morgan responsable de ce divorce. Les 2 ânes étaient inséparables. Là où Miss Morgan était robuste, le docteur M.D. était grande et svelte. Des ondulations de cheveux blonds vénitiens encadraient son visage ovale. Elle me fixa d'un œil pensif. « Bienvenue, Carson !» lança Miss Morgan d'une voix grave et autoritaire. « Nous avions un œil sur notre travail et l'autre sur la fenêtre. Nous voulions être les premières à vous accueillir. Comment s'est passé votre voyage ?» Je regardais Lewis du coin de l'œil, certaine qu'elle raconterait ma bévue dans le champ de mine. « Sans incident, » répondit gaiement cette dernière. « Et vous tenez le choc ?» s'enquit Miss Morgan. « Je me rappelle la première fois que nous avons traversé ces zones dévastées. On n'en sort pas indemne. »
Je savais que j'aurais dû répondre quelque chose. Ce spectacle déchire le cœur? Enchanté de faire votre connaissance? J'aimerais vous montrer mes plans. Incapable de décider, je ne me rendis compte du silence embarrassant que lorsque Miss Morgan le rompit. Vous prendrez un verre pour vous remettre. Cette invitation n'était-elle qu'une forme de politesse? Je me tournai vers Lewis qui sourit. Allons-y, dit-elle. Impatiente d'entamer le chapitre suivant de ma vie, je suivis les Cardes dans le château, le terrier sur les talons. Mon avis. Plus qu'un roman, un livre d'histoire qui devient carrément un manifeste dans les dernières pages. Je suis devenue bibliothécaire un peu par hasard, mais je suis restée par conviction. Et aujourd'hui, après 27 ans de métier, je vous dis que cette conviction mérite d'être entendue. Pendant 10 ans, j'ai été responsable du secteur jeunesse dans un quartier défavorisé. Là, j'ai vu des enfants s'ouvrir au monde grâce aux livres. J'ai vu des familles trouver dans la médiathèque un lieu de confiance, un espace de respiration. Puis j'ai rejoint une médiathèque de centre-ville où j'ai accompagné les publics dans la musique, le cinéma, le numérique. J'ai pris en charge l'encadrement de cette structure, puis la responsabilité d'une autre médiathèque de quartier. Quelques mois seulement avant qu'un accident m'éloigne de ce lieu que je n'ai jamais cessé de porter en moi. Aujourd'hui, je veux y revenir, parce que je crois en cette équipe, parce que je crois en ce quartier, parce que je sais que cette médiathèque peut redevenir un lieu incontournable, vivant, essentiel. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je ne peux plus taire, c'est le manque de reconnaissance. Pas seulement en 2020 quand notre métier n'a pas été jugé essentiel, mais depuis trop longtemps, dans les discours, les budgets, les priorités. À quel moment les politiques ont-ils cessé de croire en la culture? À quel moment ont-ils oublié que l'éducation populaire est un pilier de la démocratie? À quel moment ont-ils décidé que les bibliothécaires n'étaient que des gestionnaires de rayonnage? Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des médiateurs, des passeurs, des accompagnants. Nous sommes là pour ceux qui ne savent pas où aller, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui doutent. Et nous sommes là toujours, même quand tout vacille. Nous ne demandons pas de médailles. Nous demandons du respect, des moyens, que notre métier soit reconnu à sa juste valeur. Parce que derrière chaque livre prêté, chaque atelier animé, chaque regard échangé, il y a une certitude. La culture est un droit, et les médiathèques sont son cœur battant. Je tiens à préciser que la culture populaire n'est pas une sous-culture. C'est la culture du quotidien, celle qui circule dans les rues, les récits, les chansons, les gestes. Elle est faite de traditions orales, de pratiques collectives, de créations accessibles, de références communes. Elle appartient à tous, sans distinction de classe, de diplôme ou de statut. Ce qu'elle apporte, une identité collective. Elle forge un sentiment d'appartenance, elle relie les générations, elle raconte les territoires. Une résistance douce, elle permet de dire, de rire, de critiquer, de rêver, même quand les institutions se taisent. Une éducation informelle, elle transmet des savoirs, des valeurs, des repères, souvent là où l'école ne va pas. Et une créativité accessible, elle invite chacun à devenir acteur culturel, pas seulement spectateur. La culture populaire est un levier d'émancipation. Elle permet à chacun de se reconnaître dans une histoire, une langue, une pratique. Elle est le terreau sur lequel peuvent pousser les engagements, les solidarités, les utopies. Quant au rôle des médiathèques municipales, ce sont des lieux de vie autant que de lecture. Elles incarnent l'idéal d'un service public culturel gratuit, ouvert, non marchand, non discriminant. Elles sont souvent les derniers espaces où l'on peut entrer sans consommer, sans justifier, sans être jugé. Ce qu'elles assurent, c'est l'accès universel au savoir. Elles luttent également contre les inégalités, en accueillant des publics éloignés de la culture, des personnes en précarité, des jeunes en rupture, des seniors isolés. Elles permettent la médiation humaine. Les bibliothécaires ne sont pas des robots de prêt, ce sont des passeurs, des accompagnants, des repères. Elles permettent l'animation du territoire, avec des ateliers, des rencontres, des expositions, des partenariats. Elles dynamisent la vie locale et créent du lien. Elles s'adaptent aux besoins du quartier, aux urgences sociales, aux évolutions technologiques. Dans les quartiers dits défavorisés,
les médiathèques sont souvent les seuls lieux culturels accessibles. Elles deviennent des refuges, des tremplins, des laboratoires d'humanité. En résumé, cette alliance est précieuse. La culture populaire est la matière vivante, la médiathèque municipale est l'atelier où on la façonne, la transmet, la partage. Ensemble, elles forment un rempart contre l'exclusion, un moteur de citoyenneté, un espace de dignité. Et pourtant, leur rôle est trop souvent ignoré, sous-financé, relégué. Il est temps de les considérer comme des piliers de la démocratie culturelle et non comme des à-côtés du service public. Dans le livre Les Brigades de Miss Morgan, j'ai été très surprise d'apprendre qu'une bibliothécaire de la New York Public Library avait été dépêchée sur le front lors de la Première Guerre mondiale pour apporter des livres, de la culture à destination des jeunes enfants. Jessie Carson, dit Kit, était bibliothécaire jeunesse. Elle est partie en France, elle a fait partie des CARD, elle a aidé les CARD à reconstruire les villages détruits par les Allemands. À l'issue de la guerre, elle a transformé les ambulances en bibliobus et a traversé tous les villages du nord de la France pour apporter des livres aux habitants des villages éloignés de la grande ville. Quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était une blague. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Je ne savais pas que des filles américaines issues des grandes richesses du pays étaient venues en France pour aider les soldats français, américains qui combattaient les Allemands. Que s'est-il passé entre ces années-là et aujourd'hui pour que la lecture, la culture ne soit plus un élément aussi essentiel? Que les budgets de la culture ne cessent de baisser. Sur ce, merci de continuer à liker, partager, encourager ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, commentez, likez. À bientôt pour de nouvelles aventures.